Bonjour, chers internautes, bonjour, chers visiteurs, bonjour, chers abonnés. Nous sommes contents de vous accueillir à cet exposé sur les phonèmes. En fait, dans le cadre du curriculum, nous sommes à la 13e journée plutôt. Alors, si c'est la première fois que vous visitez cette chaîne, nous vous invitons à aller écouter l'exposé sur l'introduction du cours qui va vous mettre en contexte et en ce qui est rapport avec la méthodologie que nous utilisons pour ce cours, et d'autant plus que nous avons d'autres exposés qui expliquent d'autres activités à faire dans le cadre de ce cours. Il y a aussi le site de ce programme, c'est-à-dire le www.viasolem.com. Alors, à partir de ce site, vous allez pouvoir trouver des documents qui vont vous aider à avoir accès à d'autres outils dans le cadre des différentes activités que vous pourriez faire pour faciliter votre apprentissage de l'anglais. Maintenant, pour aller droit au but, pour la 13e journée, on a d'abord cet exposé sur les phonèmes. On a le visionnement d'une vidéo choisie précédemment. Alors, nous aurons à parler de cela à la fin de ce cours. Donc, pour entrer droit au but sur le sujet, alors à ce stade, vous êtes maintenant familier à des activités d'écoute, à savoir l'écoute active, l'écoute passive. Vous devriez déjà faire des nouvelles en anglais. Donc, ce sont autant d'activités qui vous aident à écouter les anglophones qui parlent dans les situations normales au lieu d'entendre, pour commencer, des contenus audio qui sont faits pour les apprenants. Maintenant, une fois que vous vous exposez au contenu audio, c'est-à-dire quand les anglophones parlent dans les situations normales, maintenant ça vous aide à vous adapter à leur parler, à leur discours. Donc, ce qui va vous aider à bien entendre quand vous êtes en conversation avec les anglophones. Maintenant, en fait, pour ce qui est du phonème, si les écoutes vous aident à bien écouter, le cours sur les phonèmes et la phonétique vous aide à bien communiquer. Alors, pourquoi apprendre les phonèmes et la phonétique? En fait, pour pouvoir bien comprendre la raison pour laquelle il est très important de se consacrer à l'apprentissage des phonèmes et de la phonétique de l'anglais. Donc, prenons l'exemple lorsqu'un étranger parle votre langue, ou plutôt quand un anglophone s'exprime en français. Maintenant, qu'est-ce que vous allez remarquer si je prends dans le cadre des étrangers en général, des non-francophones qui s'expriment en français? Dépendant de sa langue d'origine, vous allez remarquer que leur accent, naturellement leur langue d'origine va avoir un effet ou va décider plutôt avec quel accent ils vont s'exprimer en français. Donc, par exemple, si un hispanophone s'exprime en français, ça va être tout à fait différent lorsqu'un anglophone s'exprime en français ou lorsqu'une personne qui parle une autre langue s'exprime en français. Alors, vous allez remarquer que pas mal de mots vont être prononcés drôlement et certains mots très malement, naturellement dépendant du degré de la connaissance de la personne et par rapport au français. Alors, lorsqu'un anglophone s'exprime en français, il y a des mots qu'ils vont avoir de la difficulté à exprimer, mais en fait, ça n'est pas nécessairement le mot, c'est plutôt le son. Donc, quand on prend le son U, par exemple, qu'on ne trouve pas en anglais, donc on comprend qu'un anglophone va avoir de la difficulté à dire des mots comme dur, pur, par exemple, où il aurait tendance à dire doux ou pour, parce qu'ils ont tendance à assimiler un autre son, c'est-à-dire à s'exprimer à partir
du son le plus proche du U. Alors, le son anglais le plus proche du U serait le E. Donc, par conséquent, donc, ils vont essayer de dire pour ou bien dur dans le cas de dur. Alors, pourquoi? C'est parce que les sons U ils n'ont pas, c'est-à-dire un anglophone n'a pas le son U, même qu'il n'a pas le son R qu'on a en français. Alors, donc, c'est la même chose qui se passe quand vous vous exprimez en anglais ou dans toute une autre langue. Donc, quand vous vous exprimez en anglais, alors, il y a des sons qui vont être pratiquement mal faits. Donc, dans ce cas, surtout les sons que vous n'avez pas, les sons anglais que vous n'avez pas en français. Alors, qu'est-ce qui va arriver? De la même manière, lorsqu'un anglophone s'exprime en français, ça paraît drôle, n'est-ce pas? Pratiquement, l'anglophone pourrait avoir un drôle d'accent. Donc, c'est la même chose pour un francophone lorsqu'il s'exprime en anglais. Donc, aux yeux de l'anglais, il a un drôle d'accent, n'est-ce pas? Alors, c'est juste pour vous aider à comprendre comment un anglophone vous comprendrait ou vous entendrait lorsque vous n'avez pas leur accent ou lorsque vous n'avez pas l'accent qui convient. Alors, par rapport à cela, quand on n'a pas une bonne connaissance des phonèmes et de la langue anglaise, ce qui arrive, on aura tendance à mal interpréter les sons. Alors, ce qu'on veut dire par là, prenons par exemple le son des voyelles, le son des voyelles anglophones et le son des voyelles francophones. Alors, apparemment, on pourrait penser que on a les mêmes voyelles en anglais qu'en français, alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas. Par exemple, en anglais, en français, plutôt, on a le son O, mais ça ne veut pas dire qu'en anglais, on a le même son O, même s'il s'agit de mots qui auraient la même lettre O. Voyez-vous? Alors, dans ce cas, prenons l'exemple du mot pour en français, n'est-ce pas? Pour, comme dans POT. Alors, ce qui arrive, c'est que le même mot POT existe également en anglais. Voyez-vous? Bien que ça n'a pas la même signification exacte dans tous les sens, mais le mot POT, on le trouve en anglais. Maintenant, qu'est-ce qui arrive quand un francophone va lire ce mot en anglais? Alors, le fait que en français, on le prononce po, on voit O, n'est-ce pas? Donc, on aurait tendance à penser qu'en anglais, ce serait pot, par exemple, pot. Bon, en s'imaginant que le T est prononcé, donc on dirait peut-être pot. Mais ce qui arrive, c'est que le son O, en tant que tel, comme nous l'avons en français, n'existe pas en anglais tel quel. Donc, c'est là qu'on parle de la mauvaise interprétation des sons. C'est que dans ce cas-là, en disant pot en anglais, alors un anglophone ne le comprendrait pas, n'est-ce pas? Parce qu'à cause de cette mésinterprétation ou de la mauvaise interprétation du son O. Donc en anglais, l'anglais dirait pot. Voyez-vous? Donc quand on pense au son A, n'est-ce pas? Donc on voit que ce n'est pas la même chose avec le son O qu'on a en français. Alors, ce qui arrive, c'est que un francophone pourrait penser que puisqu'il entend pot et que ça s'écrit pop, ça s'écrit P-O-T plutôt, donc ce serait plutôt une variante du son O, et que si l'anglophone entend pot, donc il va pouvoir comprendre quand même à cause de cette variante. Alors que l'anglophone lui ne ferait même pas allusion au mot pot lorsqu'il entend pot. Donc, alors c'est juste pour expliquer que la mauvaise interprétation des sons entre les voyelles similaires ne va pas aider un francophone à avoir une prononciation qui serait comprise par les anglophones. Alors, dans le même sens de la mauvaise interprétation des sons, alors il faut dire que entendre un son ne veut pas dire que vous pouvez le répéter.
par exemple, si on prend les sons que produit un oiseau, vous pouvez bien entendre ces sons, mais cela ne veut pas dire que vous pouvez imiter ces sons-là, n'est-ce pas? Si vous ne comprenez pas le mécanisme de la production des sons que produit un oiseau en particulier. Alors, c'est la même chose quand on entend les sons que produisent les anglophones. Oui, vous pouvez entendre un mot d'un anglophone, mais cela ne veut pas dire que vous pouvez répéter exactement les mêmes sons que produit un anglophone exactement de la même manière si vous n'êtes pas conscient du mécanisme de la production de ce son. Alors, il y a une raison fondamentale pour cela, c'est que la structure des sons ne sont pas les mêmes d'une langue à une autre. Donc, comme nous parlons maintenant de l'anglais au français, où nous faisons une comparaison entre les sons que produit un francophone et les sons que produit un anglophone. Donc, oui, c'est vrai, on a les mêmes lettres dans les textes, ce sont les mêmes lettres latines que nous utilisons, mais cela ne veut pas dire que la structure des sons sont les mêmes. Donc, en français, on a les consonnes, les voyelles, et parmi les voyelles, on a les voyelles nasales et les voyelles non nasales. Et ensuite, l'accent compte peu. En français, oui, on peut pratiquement accentuer un mot juste pour donner du poids au mot et par rapport au message qu'on veut donner ou pour démontrer une insistance, mais cet accent-là ne va pas conduire à une mauvaise interprétation ou plutôt à un mauvais sens. Maintenant, quand il s'agit de l'anglais, la structure est différente. En anglais, il y a les consonnes, les voyelles courtes, des voyelles longues et les diphtongues. Et en plus de cela, il y a les accents. Et si l'accent est mis syllabe, donc ça peut même changer le sens du mot un peu. Alors, ou ça pourrait paraître très drôle. Alors, donc, on comprend que la structure n'est pas elle est même. Donc, quand on est conscient de la structure des sons en anglais, ça va vous aider à bien prononcer les mots pour faciliter une meilleure compréhension vis-à-vis d'un interlocuteur anglophone. Alors, parlant de la structure des sons en anglais, bien entendu, les consonnes restent les consonnes, mais quand on parle de voyelles courtes, ce sont les mêmes types de voyelles qu'on a en français. Donc, en français, quand on dit « O », c'est « O ». Ça, et dans la durée du temps, ça dure quoi? Ça dure moins d'une seconde pour dire « O », n'est-ce pas? Donc, ça ne traîne pas. Donc, mais en anglais, il y a les voyelles courtes, mais en plus des voyelles courtes, il y a aussi les voyelles longues. O, le son de ces voyelles-là traîne un peu. C'est comme il y a I et en français, mais en anglais, il y a I. Donc, ça traîne un peu. Alors, c'est comme quand on dit en français « Oh, Jérusalem ». Voyez-vous? Donc, « Oh », donc ça traîne un peu parce qu'on ne va pas dire « Oh, Jérusalem ». Donc, c'est la même chose en anglais. Donc, il y a des voyelles qui traînent. Et en plus des voyelles longues, il y a les diphtongues. Les diphtongues, c'est une combinaison plutôt entre deux sons. Donc, ça commence par un son plus fort pour finir avec un son qui l'accompagne mais plus faible. Par exemple, « hey ». Voyez-vous? Donc, naturellement, ce son est le plus souvent représenté par la lettre A, tel que dans le mot « baby ». Alors, donc, en voyant B-A-B-Y, un francophone pourrait avoir tendance à dire « baby », mais ce A-là représente un son qui est plutôt un diphtongue. Donc, ça commence avec un « E » et ça finit avec un son Y très faible. B, baby. Voyez-vous? Donc, c'est ce qu'on appelle diphtongue. Alors, voyez-vous, donc ça, c'est ce qu'on veut dire quand on parle de la structure des sons en anglais, qui ne sont pas les mêmes quand il s'agit de la structure des sons en français. Alors, maintenant, prenons quelques exemples pour vous aider à comprendre l'importance de
de ce système dans les phonèmes anglais. Donc, c'est comme quand on prend le mot, alors je vais appeler le mot de préférence, quand on a le mot B-E-A-C-H, n'est-ce pas? Donc, si on le cherche dans le dictionnaire, ça veut dire plage. Maintenant, dans les livres, hein, peut-être que vous aviez appris que EA égale I, ou cette combinaison EA est égale à I en français. Donc, alors, un francophone aurait tendance à dire beach. Mais qu'est-ce qu'un anglophone va entendre en disant beach? Alors, il y a deux possibilités, étant donné que ce I court n'existe pas, n'est-ce pas? Donc, il va faire une assimilation, donc il va, ou plutôt une interprétation, ce soit il l'interprète comme vous ayant veut dire beach, qui veut dire plage, n'est-ce pas? Là, le son il traîne, ou le mot beach, qui veut dire est prostituée, mais prostituée d'une manière vulgaire. Alors, naturellement, ceux qui n'utilisent pas les mots vulgaires ne vont pas utiliser ce mot-là, n'est-ce pas? Donc, ainsi, vous apercevrez que vous pouvez vous mettre dans une situation embarrassante en disant un mot que vous ne voulez pas dire. Maintenant, c'est la même chose pour le mot S-H-E-E-T, n'est-ce pas? Donc, S-H-E-E-T, il faut vous le chercher dans un dictionnaire, ça veut dire feuille. Alors, donc, étant donné que dans les livres, on vous a appris que E égale I, donc vous avez tendance à dire shit, n'est-ce pas? C'est ce qu'un francophone dirait, shit. Mais là encore, l'anglophone va avoir deux interprétations. Donc, l'une des interprétations est shit, puisque c'est ça traîne, c'est shit, n'est-ce pas? Donc, ce qui veut dire feuille, mais il peut l'interpréter comme shit, qui veut dire matière fécale, mais là encore de manière très vulgaire. Donc, vous voyez que quand on n'est pas conscient des phonèmes de l'anglais, on peut dire des mots à la place, d'autres mots plutôt à la place du mot qu'on pense dire. Alors, prenons un autre exemple. Alors, prenons l'exemple de trois mots, did, did, dead. Did, D-I-D, c'est ainsi que cela s'appelle. Did, D-E-E-D, dead, D-E-A-D. Alors, vous voyez comment ces mots-là se ressemblent, mais chacun de ces mots veut dire quelque chose de différent. Did veut dire une action au passé, did met un verbe au passé. Did, c'est un acte. Dead, mort. Voyez-vous? Alors, trois sons qui se ressemblent, mais c'est qu'en parlant, on peut facilement faire un son pour un autre, mais chaque son, n'est-ce pas, selon le son qu'on fait, on dirait un mot différent, peut-être un mot qu'on n'a pas l'impression qu'on voulait dire. Alors, et comme quatrième exemple, parlons un peu de l'aspiration en français. C'est que l'aspiration est rare en français. C'est tellement rare que dans le tableau de phonétique de la langue française, on ne met pas de symbole qui représente l'aspiration. Donc, alors pratiquement, en fait, je dirais que les francophones le font. Par exemple, si on parle de aller à la hâte. Moi, j'aspire pour dire hâte, n'est-ce pas? Maintenant, mais on ne le sert pas c'est peut-être parce que c'est très rare. Mais en anglais, ce n'est pas le cas. En anglais, l'aspiration se fait souvent. Donc, prenons l'exemple du mot hi. Donc, hi, du mot anglais hi. Hi veut dire salut. Donc, c'est une manière de saluer une personne, une manière informelle, de dire hi. Alors, qu'est-ce qui va arriver si on dit hi à sa place? N'est-ce pas? Si on a tendance à ne pas faire l'aspiration. Donc, on dirait hi. Il faut dire que pour nos élèves francophones qui apprennent l'anglais, c'est l'un des sons que nous insistons qu'ils pratiquent parce que
en général, ils ont tendance à ne pas faire l'aspiration. Mais le problème, c'est que quand on ne fait pas l'aspiration, donc on pourrait dire un autre mot à la place. Par exemple, hi, salut, hi, je. Donc, si on veut saluer et puis on dit hi à la place, l'anglophone entend je. Il n'entend pas salut. Voyez-vous? Alors, donc, à ce stade, vous comprenez que apprendre les phonèmes anglais et le mécanisme pour produire chaque phonème ou chaque son, c'est essentiel pour faciliter une bonne communication avec vos interlocuteurs anglophones. Donc, quand on est conscient de cela, n'est-ce pas? Alors, bien entendu, il faut être conscient de ce que votre interlocuteur anglophone entendrait. Donc, vous le mettez à la place de votre interlocuteur anglophone. C'est pour cette raison qu'au début, nous vous avions donné des exemples sur la manière des étrangers parleraient le français. Donc, vous allez et percevoir comment cela pourrait même parfois être ennuyant si les mots ne sont pas prononcés correctement ou si les mots sont très mal prononcés. Alors, il faut être conscient de ce que votre interlocuteur anglophone entendrait. Alors, une deuxième chose, c'est que ne connaissant pas tous les mots, vous ne sauriez pas quel mot vous dites quand vous prononcez mal un mot. Parce qu'il y a beaucoup de mots en anglais. L'anglais est riche, et de même que le français. Donc, quand on ne prononce pas bien un mot, donc, la chance est que vous allez dire un autre mot à la place et comme je l'ai démontré, donc dans bien des cas, vous pourriez même dire des mots que vous ne souhaitiez pas. Alors maintenant, parlons de la définition de phonème. Alors, ou d'un son dans le sens linguistique. Un phonème est un son dans le cadre linguistique. Alors, un phonème ou un son, c'est le bruit que produit un mouvement des organes d'élocution quand on prononce un mot. Donc, c'est ce que sont en fait. Maintenant, pour comprendre bien ce qu'est un son, il faut faire la différence entre mots, syllabes, lettres et son. Alors, bien entendu, vous connaissez ce qu'est un mot, ce qu'est une lettre. Mais c'est pour vous amener à la définition de son qui sont. Alors, parce que cette définition est très souvent mal comprise au début. Alors, un mot, c'est un ensemble de sons qui fait un sens. Un ensemble de sons linguistiques qui fait un sens. Par exemple, mère, voyez-vous, m, r, mère, ça fait un sens seul. Maintenant, syllabe est une combinaison de voyelles et de consonnes qui fait un mot ou une partie de mot. Donc, dans le mot parasol, il y a 3 syllabes. Donc, une lettre est un symbole qui représente, dans la plupart des cas, un son. Mais la combinaison de plusieurs lettres représente un mot. Alors, c'est une façon de transcrire ce qu'on dit. Alors, maintenant, pour arriver à la définition de son, qu'est-ce qu'un son à ce moment-là et comment le produire? Donc, un son est différent d'une lettre ou de syllabes. Par exemple, quand on dit ma est un mot, mais ma n'est pas un son. Dans ma, il y a 2 sons. Alors, pour pouvoir comprendre ce concept, alors faisons la différence un peu. Donc, essayez de dire ma sans le son m ou sans le m. Ça va faire a. Donc, n'est-ce pas? Donc, a est un son. Donc, de même, essayez de dire ma sans le a. Donc, vous allez dire m. Donc, m est un son. Voyez-vous? Donc, par conséquent, dans ma, il y a 2 sons. Alors, peut-être que vous pouvez faire d'autres exercices avec ça, avec le mot pas. Mais donc, dans pas, p, a, p, un son, a, un son. Donc, pas, 2 sons. Donc, c'est dans ce sens que, pour ce qui est des phonèmes de la langue française a 36 sons et certains francophones en produisent 35. Alors, c'est parce que il y a le son A et le son A. Où la bouche est fermée, ça sonne de façon différente, n'est-ce pas? A et A.
Donc, mais il y a des francophones qui ne produisent pas le son A. Donc, pour eux, ça fait 37 sons. Mais comme j'ai parlé d'aspiration, donc si on inclut l'aspiration, ça ferait 37 sons dans la langue française. Donc, n'est-ce pas? Alors, mais si vous parlez plus d'une langue comme langue maternelle, par exemple dans le cas des langues tribales des francophones qui sont en Afrique, qui parlent des langues tribales, donc en fonction des langues qu'ils parlent, ils auraient d'autres sons supplémentaires au français. Et c'est aussi le cas pour ceux qui parlent des langues créoles. Par exemple, si c'est votre cas, peut-être que vous avez le son ng, donc ng, on n'a pas ce son en français, mais il y a ce son en anglais. Donc, si vous avez ce son, vous ne l'aurez pas à apprendre. Alors, en anglais, il y a 44 sons, donc ce qui veut dire que vous avez environ 24 sons à apprendre à produire. Donc, un exemple de son, par exemple, quand on prend le mot, je l'appelle G-O-O-D en anglais, qui veut dire bon. Alors, vous avez peut-être appris que O égale ou, mais le fait est que en anglais, il n'y a pas le son ou. Donc ce son-là, ce que ces deux O représentent, c'est plutôt le son E. Alors, pour faire E, il faut mettre la bouche dans la position de E et puis essayer de faire OU. Donc, ça fait E, n'est-ce pas? Mais, par exemple, dans le mot F-O-O-D, n'est-ce pas, ça ne fait pas food, ça fait food, n'est-ce pas, qui a de préférence une diphtongue. Donc, voyez-vous, alors ça, ce sont des sons, ces sons-là sont des sons à apprendre. Alors, donc, je n'aurai pas le temps pour d'autres exemples, mais vous avez ici compris l'idée. Donc, dans le cadre de ce curriculum, vous allez apprendre tous les sons que vous n'avez pas dans votre langue, qui sont en anglais, que vous n'avez pas dans l'autre langue, afin de pouvoir prononcer les mots correctement. Maintenant, nous retournons au curriculum. Cet exposé est terminé, donc vous pouvez mettre la date à laquelle vous avez suivi cet exposé. Donc, la prochaine activité est le fait de visionner une vidéo, soit la même vidéo ou une nouvelle vidéo, dépendant si vous aviez pu voir la même vidéo pendant 10 fois. Alors, pour la prochaine journée, la 14e journée, on aura un exposé sur la phonétique et aussi des visionnements à faire. Alors, nous espérons aussi que vous avez pu faire vos activités en cadre dans le sens d'écoute active, d'écoute passive et le fait aussi de continuer à regarder les nouvelles tous les jours. Pour terminer, nous vous rappelons de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, de liker nos vidéos et de les partager aussi afin que d'autres puissent en profiter de ce cours, d'acheter nos produits qui sont disponibles, s'il y en a qui sont disponibles au moment que vous regardez cette vidéo, et de contribuer financièrement si c'est ce que vous souhaitez. C'était Pierre Ludoval avec vous au prochain exposé.